Ce soir, invasion de l'Ukraine. Le Canada doit-il augmenter son budget de dépenses militaires? On en débat avec notre panel de députés. La visite de Justin Trudeau au sommet de l'OTAN. La position de Candice Bergen sur la zone d'exclusion aérienne ukrainienne. La course au leadership conservateur. L'analyse des politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Québec débloque 8 millions supplémentaires sur 3 ans pour soutenir la francophonie canadienne. La ministre responsable Sonia Lebel nous parle du rôle de son gouvernement à l'échelle nationale. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après 2 semaines de relâche, les parlementaires ont repris leurs travaux aujourd'hui à la Chambre des communes avec en toile de fond, bien sûr, l'invasion en Ukraine. Le Canada compte d'ailleurs imposer de nouvelles sanctions économiques sous peu contre la Russie et le régime de Vladimir Poutine. La ministre des Affaires étrangères n'exclut pas non plus une augmentation des dépenses militaires dans le prochain budget fédéral. Je n'irai pas dans les scénarios. C'est ma collègue ministre des Finances qui prendra avec le premier ministre la décision finale. Le monde a changé depuis le 24 février. Les risques de sécurité sont beaucoup plus grands. Il y a une menace à la stabilité mondiale. Tous les ministres de l'Occident, tous les ministres des Affaires étrangères de l'Occident vont vous dire la même chose. Donc, le Canada doit prendre acte de la question, doit prendre des décisions dans les circonstances. Et alors qu'on attend la présentation du budget fédéral dans les prochaines semaines à Ottawa, est-ce que le Canada devrait augmenter ses dépenses militaires? Et si oui, est-ce que ce doit être à la hauteur de 2 % du PIB canadien, comme le demande l'OTAN? J'en discute avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan, pour les conservateurs, Pierre Paulus, pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous 4. Bonsoir. Actuellement, le Canada consacre 1,4 % de son PIB en dépenses militaires, mais comme le disait la ministre Joly, la réalité géopolitique a changé avec l'invasion en Ukraine. Est-ce que le Canada doit augmenter ses dépenses militaires? Et si oui, est-ce que ce doit aller jusqu'à 2 % du PIB, comme le demande l'OTAN? Alors, Pierre Paulus, vous êtes un ancien militaire, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez chez les conservateurs? Bien, du côté conservateur, on a toujours préconisé le 2 %, même si on se souviendra en 2017, quand le ministre de la Défense a déposé la politique de défense, ça faisait partie de nos demandes. On demandait une augmentation des transferts au niveau militaire, de 2 % du PIB, également prendre de ce budget-là 20 % pour les projets en approvisionnement militaire. Donc, du côté conservateur, c'est clair qu'on l'a toujours demandé et c'est ce qu'on préconise. Mais en même temps, je rajouterais que c'est pas juste une question d'argent. On doit vraiment faire attention au Canada à comment on fait l'approvisionnement en matière de défense, parce qu'actuellement, je dirais qu'on fait très pitié là-dessus. On a de la difficulté à avoir des contrats, à être efficace dans notre approvisionnement. Ça aussi, il faut regarder ça. OK. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement dans l'approvisionnement? Comment on peut être plus efficace? Par exemple, les contrats, si on parle en construction navale, par exemple, les retards, les délais, les coûts supplémentaires. On a un contrat, on dit on va commencer, on prend un retard, ça va coûter 100 millions de plus. C'est tout le temps des dépassements de coûts, du retard surtout, les contrats des jets. Actuellement, on attend encore la décision. Est-ce qu'on va prendre le F-35 ou le Griffin? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'avance pas. C'est long, ça entraîne et ça coûte cher. Et ça, cet argent-là n'est pas un retour sur l'investissement pour les contribuables. Jean-Denis Garon, en matière de défense. Jean-Denis Garon, Bloc québécois, quelle est votre position à vous au Bloc sur l'augmentation des dépenses militaires? Bien, Mme Bégin, le Canada a pris des engagements envers l'OTAN. Le Canada a pris des engagements envers ses alliés. Ces engagements-là sont à l'effet qu'on doit dépenser 2 % de notre produit intérieur brut en dépenses militaires. Alors, bien sûr, nous, on pense qu'il faut qu'il y ait un plan clair pour en arriver aux 2 %. Maintenant, vous savez, les dépenses militaires, c'est un mal nécessaire. Et donc, il faut s'assurer qu'on ne dépense pas cet argent-là n'importe comment, notamment dans les approvisionnements, et qu'il y ait un plan. On a fait, ces dernières années, beaucoup d'erreurs. Le Canada s'est fait connaître pour des situations comme celle des hélicoptères Sea King, comme celle du sous-marin Chicoutimi, qui n'était même pas capable de prendre l'eau avant de partir de la Grande-Bretagne. On a souvent fait l'approvisionnement de matériel usagé. Et nous, là, ce qu'on pense, c'est que dans cet approvisionnement-là, il y a lieu de générer de la croissance économique, de mettre les cerveaux québécois, de mettre l'expertise québécoise de l'avant et d'aller générer de la croissance. Et ça pourrait être le cas, par exemple, avec la maintenance d'aéronefs, notamment dans ma circonscription à Mirabel. Et présentement, vous savez, on suit de très près le dossier des CF-35, mais c'est loin d'être évident là, que sur ce dossier-là, comme sur certains autres, là, que le Canada n'est pas en train
de sous-traiter l'entretien de ces appareils militaires. Alors, il faut bien le faire de façon à générer de la croissance et à valoriser l'économie et du Canada, mais aussi celle du Québec. Alexandre Boulris, le NPD, on sait, est toujours réfractaire à une augmentation des budgets en matière militaire, mais est-ce que l'invasion en Ukraine, ça vient changer la donne? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'une éventuelle augmentation des dépenses militaires au NPD? Mais avant de répondre aveuglément à toute demande de hausse substantielle des dépenses militaires, il faudrait au moins que les parlementaires puissent se pencher sur la question et avoir un débat éclairé et responsable sur cet enjeu-là qui est important. Moi, je pense que le Canada a une tradition puis une mission de maintien de la paix. Les casques bleus sont une invention canadienne. Alors, si on doit dépenser davantage, ayons aussi cette discussion sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme orientation, comme direction. Et je pense qu'en ce moment, mettons aussi dans la balance l'aide humanitaire urgente qui doit être dépensée, une meilleure efficacité pour l'accueil des réfugiés ici au Canada. Ça traîne en longueur à Ottawa, c'est de la paperasse, c'est des tracasseries. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier en ce moment dans ce débat-là sur l'OTAN. Il y a des gens qui fuient pour sauver leur vie sous les bombardements. C'est notre mission première et urgente d'accélérer les processus que les libéraux ont mis en place. Rachel Bandayan, donc, on attend votre budget, les libéraux, dans les prochaines semaines. La ministre de la Défense, Anita Anand, a dit qu'elle prépare différentes options, notamment la cible de 2 de l'OTAN, ou même la dépasser, c'est ce qu'elle a dit. À quoi on peut s'attendre du prochain budget de votre gouvernement? Bien, merci pour la question, mais je pense que tout d'abord, j'aimerais juste préciser que nous devons tous être fiers comme Canadiens et Canadiennes du rôle vraiment de chef de file que nous avons joué dans les réponses internationales à l'invasion injustifiée de la Russie, que ce soit l'aide humanitaire, l'aide militaire, l'aide aux réfugiés, les sanctions économiques qui ont du mordant. Le Canada est au premier plan de ce mouvement-là et c'est important de le souligner. Je tiens aussi à dire que nous augmentons aussi nos contributions à l'OTAN le plus récemment avec l'arrivée de nouveaux matériels et de troupes en Lettonie pour renforcer le front est de l'OTAN. Mais je dois aussi vous dire que la situation géopolitique que nous vivons aujourd'hui est très, très différente qu'il y a à peine 2 mois. Nous faisons face à une confrontation en Europe telle que nous n'avons jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors oui, tous les pays à travers le monde sont en train de réévaluer leur stratégie défensive et militaire, et le Canada fait de même. Ce sont les discussions que nous avons en ce moment comme gouvernement et entre les membres du cabinet. Absolument. Ouais. Je veux vous entendre justement sur une question peut-être un peu plus philosophique. Alexandre Boulris en parlait il y a un instant. Le Canada, donc, a une longue tradition de maintien de la paix dans le monde, tradition qui est basée un peu sur l'héritage du premier ministre Lester B. Pearson. La ministre Joly disait aujourd'hui que le monde a changé depuis le 24 février, soit depuis le début de l'invasion en Ukraine. Est-ce que le moment, justement, est venu de revoir le rôle du Canada sur la scène internationale, revoir son rôle dans les conflits internationaux? Pierre Paulus, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très bonne question et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une plateforme en matière d'affaires étrangères qui soit cohérente, qui soit claire, et pour savoir comment se positionner, parce que justement, on ne peut pas se retourner sur un dissent tout le temps quand on parle d'équipement de défense. On le voit actuellement, on a une menace terrestre avec on a besoin d'armes anti-aériennes. Le Canada avait ça à l'époque, on s'est départi de ça parce qu'en Afghanistan, c'était pas une menace. Là, aujourd'hui, on n'a absolument rien contre les menaces aériennes. Est-ce qu'on peut en avoir besoin au Canada? Peut-être pas. Par contre, lorsqu'on veut se déployer en soutien à l'OTAN, on a besoin d'être armé, d'être équipé aussi pour les différentes menaces. Chez nous, il reste que la priorité numéro 1, c'est l'Arctique. L'Arctique est un secteur névralgique, autant économique que militaire, et c'est pour ça que les frégates, les brise-glaces, les avions de chasse équipés modernes de 5e génération, c'est la priorité numéro 1 pour le Canada. Et par la suite, on a également à voir si on veut se déployer à l'étranger. Lorsqu'on parle de déploiement, que ce soit un déploiement avec l'OTAN ou avec les Nations unies, qui en passant des missions qui ont totalement changé avec ce qu'on a connu. J'étais moi-même casque bleu à une époque, et c'est pas du tout la même chose aujourd'hui lorsqu'on parle de conflit au Mali, par exemple. Donc, c'est des choses à revoir et il faut se donner les moyens d'être capable d'intervenir partout dans le monde selon
la volonté qu'on aura ici, Ouais. en partant d'Ottawa. Alexandre Boulris, là-dessus, parce que, bon, Pierre Paulus parle de la menace potentielle de l'Arctique. Comment vous réagissez quand même à ça? Parce que le Canada doit se définir de cette façon, de son rôle en matière militaire sur la scène internationale. Comment vous réagissez au NPD à ça? Oui, c'est sûr qu'au NPD, comme progressistes, comme hommes et femmes de gauche, on a une tradition en faveur de la paix et non pas de l'escalade des conflits. Mais on est aussi des gens qui sont réalistes et raisonnables. Et on a une sorte de frontière commune avec la Russie. Et nous, on pense que oui, il faut avoir les équipements maritimes nécessaires. Et là, on peut revenir à l'approvisionnement, au fait que le chantier Davy à Québec n'est pas assez utilisé pour justement avoir le bon matériel pour être capable d'assurer la souveraineté dans l'Arctique. Mais on pense aussi que pour cette présence dans l'Arctique, malheureusement, à cause des dérèglements climatiques et de la fonte des glaces, ça va s'ouvrir. Mais il faut travailler avec les communautés inuites et les forces armées pour être capable d'avoir un plan d'action commun qui va respecter les gens qui vivent aussi dans ces espaces-là, qui sont les communautés inuites. Jean-Denis Garon du Bloc québécois, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr que la défense nationale, là, ça a plusieurs dimensions. Il faut être encore capable d'assumer le rôle qu'on a assumé historiquement dans le maintien de la paix. Maintenant, comme on le dit, il semble avoir une espèce d'unanimité là-dessus aujourd'hui. Les circonstances ont changé. On a une frontière commune avec la Russie. Et vous savez, il y a eu des exercices, là, il n'y a pas si longtemps, des exercices de défense de l'Arctique où on comptait le personnel militaire du Canada et de ses alliés par dizaines de milliers. Et on a bien fait rire de nous, là, parce qu'on on avait envoyé 10 personnes. Alors, il faut bien comprendre là, qu'on est capable de faire les deux en même temps. Il faut être capable de s'équiper et qu'aussi être capable de se défendre, d'aller à la défense de nos alliés, parce que quand on fait partie d'une alliance comme l'OTAN, ça vient avec un certain nombre de responsabilités, mais il faut aussi avoir l'équipement qui est nécessaire. Alors, on est capable donc d'être bien équipé, de prévoir, d'être capable de regarder devant. Ça ne veut pas dire nécessairement être en faveur de la guerre et être un agresseur, mais ça veut bien dire être capable de faire face à la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Rachel Bandayan, le mot de la fin pour conclure là-dessus, réagir à ce que vient de dire M. Garon. Oui, je pense que le rôle du Canada dans cette crise a été à la fois constructif et efficace, et c'est le rôle que le Canada joue très bien sur la scène internationale. Je dirais aussi que nous nous sommes déjà engagés à augmenter nos dépenses militaires à travers notre politique protection, sécurité et engagement, et que la ministre Anand s'est déjà engagée à présenter sous peu un plan de modernisation de NORAD. Mais je tiens aussi à répondre à mon collègue conservateur qui nous parle d'une cible de 2%, alors que dans les 10 ans que les conservateurs étaient au pouvoir sous Harper, ils n'ont pas atteint cette cible-là et ils ont même réduit les dépenses en matière de sécurité et de notre militaire. On va suivre évidemment le budget de Mme Freeland d'ici quelques semaines et voir ce qu'elle réserve aux dépenses militaires. Rachel Bandayan, Pierre Paulus, Jean-Denis Garon et Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Le premier ministre Justin Trudeau se rendra justement à Bruxelles jeudi pour participer à un sommet extraordinaire de l'OTAN dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine. À l'ordre du jour, entre autres, le renforcement de la défense de l'Alliance militaire. Alors, je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. On a vu plusieurs pays annoncer une augmentation de leur budget militaire, même l'Allemagne qui brise avec sa tradition et annonce des investissements majeurs. Geneviève d'abord, est-ce que Justin Trudeau n'aura finalement pas le choix d'engager le Canada dans cette même voie, selon vous? Oui, moi, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Puis, à vrai dire, ça va l'aider, j'ai l'impression, parce qu'on a souvent reproché aux libéraux de ne pas faire beaucoup en matière de défense. Et la menace pour les libéraux vient des conservateurs. Les conservateurs, eux, n'hésiteront pas à augmenter les budgets de la défense. Donc, s'il y a un prétexte, s'il y a une justification pour le faire, puis en plus, s'il y a un appui de la population canadienne, parce que c'est ça ce qui joue en ce moment. Les Canadiens n'étaient pas vraiment emballés à l'idée d'augmenter les budgets de la défense, surtout pour acheter des avions de chasse, par exemple. Mais avec ce qu'on voit en Ukraine, là, on réalise qu'on n'aura peut-être pas le choix. Et je pense que M. Trudeau va être plutôt content ou d'accord avec l'idée d'augmenter le budget de la défense, évidemment en ayant des conséquences sur peut-être d'autres postes budgétaires, mais ça, on le verra peut-être dans le prochain budget, qu'est-ce que ça va être comme conséquence. Oui, parce que Daniel, on parle effectivement beaucoup de la nouvelle donne géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine. Est-ce que, justement, le temps est venu pour le Canada de revoir son rôle traditionnel de maintien de la paix dans le monde?
Ben, écoutez, déjà, il faut dépenser davantage, il faut dépenser mieux. On a un processus d'approvisionnement en matière de défense qui fonctionne mal. On a un problème de recrutement aussi. Alors déjà, on manque d'outils sur le terrain. Il va falloir faire de gros efforts, pas juste dépenser plus d'argent, mais améliorer le recrutement. Pour ce qui est du maintien de la paix, écoutez, le Canada joue pas un rôle important en ce moment à ce niveau-là. Et je pense que dans le contexte de la situation en Ukraine, oui, il faut repenser notre rôle. Et vraiment, on voit que le Canada peut jouer un rôle significatif dans cette coalition-là contre la Russie, contre le régime Poutine. Et donc, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de changer notre approche. Ouais. Ça m'amène à vous parler de la position de la chef intérimaire du Parti conservateur à Ottawa, Candice Bergen, qui a affirmé, on le sait, que la zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine ne devrait pas être écartée par l'OTAN. Pourtant, presque tous les experts militaires jugent que ça pourrait mener carrément à une troisième guerre mondiale. Geneviève, qu'est-ce que vous pensez de cette position de Candice Bergen? À mon avis, c'était mal habile de faire cette déclaration-là, justement parce que les avis des experts vont pas dans cette direction-là. Puis en plus, elle n'a pas réussi à la justifier elle-même. Alors, si elle avait des bons arguments pour dire aux experts, vous voyez, il y a telle dimension que vous avez oubliée, je pense qu'elle a plutôt raté son coup. Dans un moment de crise, puis la pandémie nous l'a très bien démontré d'ailleurs, dans un moment de crise, c'est bon pour tous les chefs de parti. Une cause commune. Donc, on préfère voir tous les chefs, donc ça inclut Mme Bergen, la chef intérimaire d'opposition, à appuyer une position qui ferait consensus au Canada de ce que devrait faire le Canada sur la scène internationale. Donc, d'aller un peu à l'encontre, puis on peut pas s'empêcher de penser qu'il y a un petit jeu de politique qui se joue en toile de fond. Et aussi pour Mme Bergen de s'affirmer sur une position internationale, affirmer le Parti conservateur. Mais j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est un exercice manqué. C'est arrivé trop rapidement. Comme je le disais tantôt, ça sort un petit peu de nulle part, puis ça fait pas consensus. Puis je pense qu'elle aurait dû utiliser autre chose comme déclaration. Par exemple, poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec nos relations avec la Russie, puis l'Arctique, par exemple, ou soulever ces débats-là de fond. Mais pour le moment, je pense pas que ça a été très réussi pour Mme Bergen. Daniel, Geneviève parle de joute politique. Est-ce que vous pensez que Mme Bergen va marquer des points politiques ou si elle pourrait en payer le prix d'une déclaration comme ça, selon vous? Oui, je pense qu'elle pourra en payer le prix parce que ça a l'air un peu improvisé puis c'est pas vraiment sérieux. C'est sûr que si on regarde les sondages, il y a beaucoup de gens qui sont en faveur d'une telle zone, mais on sait qu'il y a des risques très importants d'avoir un conflit direct avec la Russie et ça, c'est très dangereux. Alors, je pense que jusqu'à maintenant, non, ça n'a pas été un gros succès. Et c'est une façon de se distinguer, évidemment, de Justin Trudeau et des libéraux, mais à quel prix? Il faut avoir l'air sérieux dans une crise comme ça et pas essayer de jouer avec le feu. Et je pense qu'une telle zone, ce serait vraiment jouer avec le feu. On va rester chez les conservateurs. La course au leadership qui se poursuit de plus belle. 2 nouveaux candidats se sont déclarés en fin de semaine. Ça en fait au moins 6 jusqu'à maintenant. Évidemment, le meneur, on le sait, c'est Pierre Poilievre. Mais il y a aussi Jean Charest, Patrick Brown. Geneviève, Jean Charest a lancé sa campagne il y a une dizaine de jours maintenant. Qu'est-ce que vous pensez du début de campagne de M. Charest? Je m'attendais à quelque chose de plus gros de sa part. Je m'attendais à une grosse manifestation à Calgary. Je m'attendais à ce que plus de personnes au sein du Parti conservateur l'appuient ouvertement, à part ce qu'on appelle les usual suspects, c'est-à-dire les gens du Québec. Et ça s'est pas vraiment déclenché. Alors, je suis un petit peu restée sur ma faim. Ensuite, M. Charest, malheureusement, est pris avec la COVID, donc ça a un peu limité ses déplacements, j'imagine. Donc, ça n'a pas été un départ canon tel qu'on pouvait l'anticiper. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, il est en train d'un peu de se faire damer le pion par Patrick Brown. Alors, l'autre difficulté pour M. Charest, c'est de faire la différence entre lui et Patrick Brown. Ils se ressemblent beaucoup, ils ont des positions assez similaires. Et donc, est-ce que M. Brown ne serait pas en train de gagner des appuis qui, normalement, auraient été vers M. Charest? Alors, je ne veux pas dire que la partie est finie. On savait depuis le début que ça allait être très difficile. La côte est très haute à monter. Pour M. Charest, l'enjeu, c'est d'aller chercher des nouveaux membres. Puis ça se fait pas devant les caméras. Ça se fait sur le travail de terrain. Donc, c'est peut-être ce qu'il est en train de faire.
mais on n'a pas ce sentiment d'avoir eu un événement incroyable depuis une semaine. Et c'est peut-être ça qu'on a besoin, là, cette étincelle qui va motiver les gens à se poser des questions sur le Parti conservateur, puis à dire « Ah bon, oui, je veux savoir ce qui se passe ». J'ai pas senti cet enthousiasme-là. Ouais. Alors, pour l'instant, je suis un peu sur ma faim, mais c'est pas fini. Daniel, alors que Jean Charest faisait campagne virtuelle à cause de la COVID, Pierre Poilievre, lui, a fait campagne au Québec au cours des derniers jours. Bon, on le sait, M. Poilievre est parfaitement bilingue. Il a reçu l'appui de l'ex-maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui est une figure assez connue, très connue en fait au Québec. Est-ce que Pierre Poilievre a un potentiel de marquer des points au Québec, selon vous? Oui, je pense surtout si Jean Charest déçoit. Je pense que je suis d'accord avec Geneviève que jusqu'à maintenant, son début de campagne est un peu raté. Il y a des gens qui pourraient se tourner vers Pierre Poilievre. Il y a aussi des gens déjà qui pensent que Charest est trop centriste, trop modéré, y compris au Québec. Alors, ces gens-là pourraient se tourner vers Pierre Poilievre, qui connaît bien le Québec. C'est quand même un député là à Ottawa, donc il est juste de l'autre côté de la rivière. Et il s'exprime bien en français. Alors, c'est sûr qu'il y a une image parfois un peu abrasive. Alors, il faut essayer je pense, d'adoucir un peu son image, mais je pense qu'il y a du potentiel pour lui au Québec, surtout qu'il est considéré un peu comme le meneur. Alors ça peut attirer des gens, la curiosité des gens qui, même si, ils sont pas nécessairement attachés à Pierre Poilievre en tant que tel, vont essayer d'écouter. Parce que comme il est en tête, on se dit c'est peut-être le prochain chef. Alors on est aussi bien d'essayer de comprendre. Oui, et comme le disait Geneviève, ça ne fait que commencer, en fait, cette course. Alors, on aura certainement l'occasion de s'en reparler à plusieurs reprises au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Geneviève et Daniel, merci beaucoup de votre analyse. On se retrouve bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer 8 millions supplémentaires sur 3 ans pour soutenir la francophonie canadienne. Cette somme, qui fait partie d'un investissement total de 24,5 millions de dollars, vise à créer des liens entre les communautés francophones à travers le pays. Alors, j'en discute avec la ministre québécoise responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Sonia Lebel. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Donc, 8 millions supplémentaires pour soutenir la francophonie au Canada. Quel est l'objectif du gouvernement du Québec, au juste? Bien, un des objectifs principaux du gouvernement qui est soutenu par la stratégie, puis qui découle d'ailleurs des consultations qu'on a faites du sommet sur la francophonie qu'on a eu l'occasion de présenter, malheureusement 1 an plus tard que prévu, mais on l'a quand même réussi à le faire en juin 2021. C'est vraiment d'avoir ce rapprochement-là de toutes nos communautés francophones à travers le Canada avec la nation québécoise, la nation francophone au Québec. Donc, beaucoup de mesures sont dans le soutien de cet objectif-là. C'est également d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension mutuelle de notre existence, de nos enjeux respectifs. Et c'est de faire en sorte aussi que le Québec puisse accentuer. Et quand je parle du Québec, je parle du Québec en termes de nation francophone, donc de seule province unilingue francophone au Canada, dans une mer d'anglophones, donc on est nettement minoritaire, pour que le Québec puisse accentuer, parce qu'on était déjà présent par le biais des stratégies précédentes, là, mais accentue son leadership-là et cette responsabilité, je pense qu'on se doit d'assumer pleinement au sein de la francophonie pour soutenir et promouvoir la vitalité de toutes les communautés francophones au Canada. Pour moi, c'est nécessairement mutuellement bénéfique, disons-le comme ça. Oui, parce que vous sentez que le Québec a un rôle à jouer sur la scène nationale en matière de francophonie, c'est ce que vous nous dites? Oui, on le joue déjà au niveau gouvernemental. On fait déjà partie de la conférence ministérielle en matière de francophonie canadienne. On a déjà des interventions gouvernementales où on peut avoir certains impacts. Mais je pense qu'il faut penser aussi à la nation québécoise, c'est-à-dire le fait qu'on est, nous, francophones, capables de vivre en français, dans un français qu'on doit quand même protéger là, dans notre autonomie provinciale sur le territoire du Québec. Mais pour moi, c'est pas mutuellement exclusif de tendre la main aux autres communautés francophones et de dire, écoutez, on n'est pas seuls, tous ensemble, on est minoritaires, on est entouré d'une mer d'anglophones, que ce soit au Canada ou en Amérique du Nord. Et ça, peu importe le contexte politique, ça ne changera pas dans notre démographie. Et je pense que c'est très important que le Québec ait ce souci-là et je dirais, joue pleinement son rôle. Et ça peut être
dans un simple fait aussi de partage d'expertise. Hein. On parlait d'expertise au niveau de l'éducation. Dans mes tournées, dans les rencontres que j'ai faites, beaucoup on me disait, écoutez, c'est important quand on a l'occasion pour un professeur francophone au Manitoba, à titre d'exemple, peut-être que la formation en français est moins accessible, le matériel didactique est moins accessible en français, en tout cas moins aisément accessible. Donc, que le Québec puisse partager, puisse offrir des formations à ces gens-là, puisse partager du matériel, faire des échanges entre eux pour être capable de bonifier, d'avoir un réseautage qui est fort. C'est un exemple de la stratégie, mais ça va dans ces objectifs-là d'accentuer cette espèce de connaissance mutuelle et ce partage mutuel-là pour le bénéfice de tous les francophones du Canada. Puisqu'on parle de francophonie, je veux vous entendre, Madame la ministre, sur le projet de réforme de la loi sur les langues officielles qui a été présenté au début du mois par le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de façon générale de cette nouvelle mouture qui a été présentée par la ministre Petitpas-Taylor? Oui, bon, mon intervention peut se situer à deux niveaux. Si je regarde au niveau de la francophonie canadienne, qui est comme pleinement dans mon portefeuille, je pense qu'on peut pas nier que le projet de loi de la réforme, premièrement, on peut pas nier que la loi sur les langues officielles avait besoin d'être réformée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réouvert cette loi-là pour mieux l'adapter. Donc, il y a des avancées qui sont, pour la francophonie canadienne, très certaines là, dans cette loi-là. Maintenant, au niveau de la francophonie canadienne, là où on est perplexe, où j'ai fait peut-être une intervention qui a fait grand bruit, puis ça me permet de la recadrer, c'est parce que il y a eu deux projets de loi, vous vous souviendrez, celui de Mme Petitpas-Taylor et le second du même gouvernement. Donc, Mme Joly, qui était la précédente ministre responsable de ce portefeuille-là, a déposé un projet de réforme de la loi sur les langues officielles, à l'intérieur duquel, pas juste dans le préambule, mais également dans le corps des articles, ce qui rendait ça encore plus probant, encore plus marqué. On faisait une référence où on inscrivait dans la loi, je me cherche mes mots, désolé, on inscrivait dans la loi cette notion que le français, des deux langues officielles, où on devrait tendre vers l'égalité au Canada, ce sont deux langues officielles qui devraient être équivalentes, mais des deux langues officielles entre l'anglais et le français est nettement minoritaire, et on inscrivait dans la loi ce principe-là qui fait qu'on a peut-être besoin de donner un coup de pouce supplémentaire au français de protection, de soutien et de promotion pour lui permettre non seulement de survivre, mais de fleurir et de grandir pour espérer atteindre une égalité plus réelle au Canada. Donc, et ça c'est disparu du projet de loi de Mme Petitpas-Taylor en grande partie. Et comme responsable de la francophonie canadienne, je m'interroge sur ça. Bon, maintenant, il y a aussi tout l'aspect gouvernemental québécois, où là, nous, on soutient avec beaucoup de vigueur que sur le territoire du Québec, c'est la Charte de la langue française québécoise qui devrait s'appliquer même aux entreprises de charte fédérale, parce qu'un travailleur québécois, c'est un travailleur québécois, peu importe où il travaille, et la protection de sa langue et le fait qu'il puisse travailler en français dans son milieu de travail, et c'est très différent de la compétence de bilinguisme qui pourrait être exigée des entreprises fédérales. On parle du milieu de travail, d'être capable de travailler en français. Pour nous, que l'on travaille pour une entreprise de charte fédérale ou pour une entreprise québécoise, dans ce sens-là, ça devrait être les mêmes normes, et c'est pas ça que la loi sur les langues officielles fait. Elle donne un choix, et la norme de la loi sur les langues officielles est beaucoup moins, je dirais, rigoureuse pour la protection du français au Québec que pour être la charte. Donc, vous voyez que mon intervention peut se situer à deux niveaux, dépendamment du portefeuille, là, mais oui. On va suivre évidemment les suites que vous allez donner à cette réforme de la loi sur les langues officielles du côté de Québec. Donc, c'est tout le temps qu'on a. Il nous reste plus de temps, malheureusement. C'est toujours un plaisir. J'avais plein d'autres questions. Sonia Lebel, je rappelle que vous êtes, entre autres, ministre responsable de la francophonie au Québec. Merci beaucoup. Au plaisir de vous recevoir bientôt à notre émission de nouveau. Merci. Avec plaisir. Merci. Bonsoir à tous. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 21 mars sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.